ce sur quoi j'ai mis l'accent, c'est au fond la distinction entre une idée politique du peuple, telle qu'on peut notamment la dégager de Rousseau, de la réflexion de Rousseau sur le contrat social, qui est donc à ce moment-là une association volontaire d'individus qui contractent mutuellement les uns avec les autres et tous avec le collectif. D'autre part, un peuple de façon plus historique et culturelle, tel que par exemple des auteurs comme Vico et Herder l'avaient défini au siècle des Lumières, qui lui est un peuple, je dirais, plus organique, mais qui, à certains points de vue, demande à être accompli aussi, et demande à être émancipé, et cherche les moyens de son émancipation. Et puis une troisième idée qui était l'idée du peuple opposé aux classes dirigeantes ou aux classes possédantes ou aux classes dominantes. Hein. Donc le peuple, c'est à ce moment-là ceux d'en bas, c'est les exploités, c'est les dirigés, etc., etc. Donc je crois qu'il y a ces trois notions de peuple qui s'interchangent et qui s'interpolent en permanence, mais avec des conséquences différentes. Parce que si on prend le peuple uniquement au sens politique, alors à ce moment-là, on va avoir une vision très réductrice à certains égards, mais émancipatrice aussi, du citoyen, de l'individu libre, et au fond une pensée qui est vraiment une pensée de l'égalité strictement juridique. Si on prend le peuple au second sens, on va davantage être attentif à la diversité culturelle qui en émane, davantage attentif aux différentes formes que prend le peuple pour s'auto-émanciper à travers l'affirmation de sa propre culture. Et puis la troisième dimension, si on insiste sur elle, on va mettre l'accent plus sur la dimension et de revendication du pouvoir et de revendication donc, de l'émancipation par l'accès au pouvoir et de revendication aussi d'une autonomie ouvrière, d'une autonomie populaire mais qui va devenir une autonomie ouvrière, qui est une des caractéristiques importantes de ce qu'on a appelé l'éducation populaire.